Chers téléspectateurs et chers internautes, c'est un plaisir renouvelé de pouvoir vous retrouver une fois encore sur votre émission Le Bon Citoyen. C'est une opportunité pour nous de pouvoir nous accentuer davantage sur notre culture du vivre ensemble tout en nous basant sur la notion de la paix sociale. J'ai pour le compte du débat du jour le professeur Célestin Baguedi. Il est professeur titulaire des universités ici au Bénin. Il est déjà présent dans ce studio. Et pour le compte de la chronique du jour, notre chroniqueur est également installé. Il s'agit bien sûr de Kevin Aquin, jeune juriste. Tout de suite, la chronique du jour. La ponctualité, c'est une notion qui s'impose à tout bon citoyen. Alors, Kevin Aquin, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut apprécier ce qu'est la ponctualité avec vous aujourd'hui? Oui, effectivement. Allez-y. Eh bien, la ponctualité, une urgence négligée. Dans nos pays, le respect du temps semble avoir pris le large. Si l'heure n'est pas africaine, elle est béninoise. De toutes les façons, lorsqu'elle devient africaine ou béninoise, c'est qu'elle semble ne plus être digne de respect. Chez nous, le temps semble s'étirer. Notre GMT plus 1 s'efforce à devenir GMT plus 1 plus 1, soit 1 heure pour le retard. De plus en plus, nous avons créé une heure imaginaire pour nous plaire et nous complaire dans notre manque de ponctualité. Jadis perçue comme une vertu cardinale, la ponctualité est aujourd'hui négligée et considérée comme la vertu de ceux qui s'ennuient. Que devient cette valeur que nos aînés ont cultivée avec tant d'honneur? Où est-elle passée? Où est-elle pour que le ministère du Travail et de la Fonction publique, par le biais de la Direction générale du renforcement de capacité de l'employabilité, soit obligé de lancer une campagne de sensibilisation à la ponctualité des agents publics? On pourrait lire dans certains ministères ceci, je cite, « Agent public, affirme ton professionnalisme par ta ponctualité ». Fin de citation. Et oui, il le faut, car le temps, c'est de l'argent. Et donc, notre façon de gérer le temps et notre heure dite béninoise pourrait justifier notre pauvreté. Et même au-delà des finances, ce sont des ressources humaines qui se dilapident. Pourquoi ce souci de ponctualité, me demanderez-vous, chers téléspectateurs? Eh bien, parce que chaque minute a sa substance, chaque seconde sa pertinence. 5 minutes de retard peuvent précipiter des événements. 10 minutes de plus, et ce sont des chances et des vies qui s'évaporent. Et si on réfléchissait aux conséquences d'un retard dans des situations névralgiques, un médecin par exemple, attendu pour une urgence, peut changer le destin d'un patient en raison de quelques minutes de retard. Un pompier retardé dans sa mission peut voir le sort d'une famille se sceller dans les cendres. La ponctualité devient alors une question de vie ou de trépas, un impératif plutôt qu'une convenance. Eh bien, mieux vaut 3 heures plus tôt qu'une minute plus tard, disait William Shakespeare. Mesdames et messieurs, attelons-nous-y, car, vous le savez, demain, c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui a été demain. Merci. Merci, Kevin Aquin, pour cette belle chronique qui parle de la ponctualité. Je crois que nos téléspectateurs ont très bien compris cette leçon que vous venez quand même de partager avec nous. On se retrouve semaine prochaine. Oui. Merci. Alors, sans transition, bien évidemment, nous allons passer à présent
au titre de notre leçon du jour, cette leçon de civisme qui va bel et bien nous parler d'un comportement qui peut avoir des conséquences assez graves sur la société. Il s'agit bien sûr de la vindicte populaire. Leçon de civisme. Non à la vindicte populaire. Abordons une question capitale, celle de la vindicte populaire. Cette notion de la vindicte populaire nous renvoie vers cette volonté collective de punir un individu, souvent en dehors des voies légales, en raison d'une présomption de culpabilité. Si, face à l'injustice, il peut sembler logique de vouloir agir, cette approche est extrêmement dangereuse et ne doit jamais être considérée comme un moyen de rendre la justice. Prenons d'abord le cas des violences faites à des présumés voleurs dans certaines régions de notre pays. Il n'est pas rare de voir des groupes de citoyens se mobiliser pour punir ceux qu'ils soupçonnent d'être des délinquants. Ces actes, souvent menés sous l'effet de la colère et même parfois sans preuve solide, mènent à des lynchages et à des violences qui ravagent des communautés. Non seulement ces actions ne font qu'aggraver le cycle de la violence, mais elles engendrent aussi un climat de peur et de méfiance. Les véritables coupables échappent ainsi à la justice, tandis que des innocents peuvent payer le prix fort de cette justice expéditive. Nous devons encourager un modèle de société où la justice s'exerce avec rigueur et impartialité. Chaque individu a droit à un procès équitable et il est de notre responsabilité de veiller à ce que ce principe fondamental soit respecté. À travers l'histoire, de nombreux exemples montrent combien la vindicte populaire peut avoir des conséquences désastreuses. Des groupes se sont souvent attribués le droit d'exécuter des personnes, entraînant des massacres injustifiés et d'innocents. Attention, le droit à la justice ne doit pas être réclamé au travers de la violence ou de l'excès. La présomption d'innocence est un pilier de notre démocratie et tout citoyen mérite d'être entendu avant d'être jugé. Notre système juridique est conçu pour limiter les injustices et protéger les droits des individus, même ceux accusés de crimes. Face à une injustice, notre réaction doit se fonder sur le dialogue, la compréhension et le recours à des institutions légitimes. La vindicte populaire n'est pas la solution. Vous l'avez compris, le débat s'ouvre. S'unir pour la paix, c'est donc le thème de notre débat de ce jour et nous accueillons deux éminentes personnalités dans ce studio. Il s'agit bien sûr du professeur Célestin Baguédi. Il est professeur des universités ici au Bénin. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. En face de vous, j'ai monsieur Albin Feliho. Vous êtes le président de la CONEB, la Confédération nationale des employeurs du Bénin. C'est également un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Un plaisir partagé aussi. Je vais commencer tout de suite par vous, puisque nous sommes en train de parler de cette thématique qui concerne la paix et l'unité nationale. Dites-nous le premier regard que vous portez tout de suite sur ces deux concepts. Oui, je dirais la paix, l'unité nationale, c'est deux concepts qui, je dirais, l'un vient à la suite de l'autre. La paix, c'est au-delà du comportement et du fait qu'il y ait absence de conflit, il n'y a que la paix ne s'instaure que dans une communauté. Donc s'unir pour cela n'est que bon sens. Lorsque dans une communauté il y a des conflits, où il y a des aspects, je dirais, divergents entre les hommes et les femmes qui animent cette communauté, eh bien la paix est compromise. Professeur Célestin Baguédi, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de dire que cette thématique-là est d'actualité, surtout qu'on se retrouve à la veille des élections générales de 2026 au Bénin? Évidemment, monsieur le journaliste, disons que c'est une thématique d'actualité parce que, comme vous le savez,
Nous sommes à quelques mois des élections générales chez nous au Bénin. Et c'est une première. Et il faudrait que les uns et les autres, les différentes couches de la société s'y attellent pour que 2026 soit une belle expérience pour nous. Généralement, on entend parler de la paix. Tout citoyen lambda en parle. Mais qu'est-ce que c'est convenablement? Bon, merci beaucoup. Il y a plusieurs types de paix. Vous avez la paix sociale, la paix politique, la paix économique, mais nous allons beaucoup plus nous appesantir sur la paix sociale, qui peut être définie comme une stabilité, l'harmonie sociale, et aussi un état de calme ou de tranquillité dans la société. On peut aussi dire que c'est l'absence de conflit ou de guerre. En général, c'est comme ça nous définissons la paix. Monsieur Albin Feliho, je l'ai dit en introduisant ce débat, on se retrouve pratiquement à quelques mois des élections générales ici chez nous au Bénin. Et donc, au niveau de chaque parti politique, il y a des stratégies qui se mènent en place pour parvenir à gagner sans aucun doute le pouvoir d'État, comme on le dit. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la notion de cohésion sociale se vit ou se développe par les compatriotes béninois? Écoutez, moi, de mon observatoire de chef d'entreprise, et qui plus est représentant toute une communauté d'affaires à travers la Confédération nationale des employeurs du Bénin, je dirais que je partirai davantage de ce que je vis dans une entreprise. Les gens n'ont pas souvent conscience de ce que l'entreprise constitue en réalité les différentes strates de couches, que ce soit des ouvriers qui apportent leur force de travail, des cadres qui apportent l'intelligence et l'ingénierie, et le capital qui apporte son investissement et son financement, etc. Nous avons en général dans le microcosme d'une entreprise, je dirais pratiquement toutes les couches de nos entreprises, et donc c'est, comme certains diront, c'est la famille. Eh bien, moi, je dirais, c'est bel et bien l'entreprise parce que nous sommes donc dans une action, dans une activité de travail productif, de richesse et autres, etc. Donc, non, l'entreprise est vraiment le creuset au sein duquel toutes les catégories, je dirais, socio-professionnelles ou non, etc., se retrouvent en général. Et ils arrivent parce qu'ils ont un but commun à voir converger leurs différents points de vue, en général différents, mais il appartient au manager de les ramener vers un objectif commun qui est le but. Vous savez, dans l'entreprise, il y a je dirais, des aspirations différentes selon si on est actionnaire, selon si on est le client, selon si on est le fournisseur, selon si on est le personnel, si on est la banque ou le tiers, l'État. De Rechef est membre de votre entreprise. La preuve, c'est qu'elle perçoit suffisamment d'impôts, de notre point de vue. Et suffisamment. Donc, oui, bien vous sûr. insistez là-dessus. Enfin, je l'ai dit, et je crois qu'on comprendra aisément ce que je suis en train de dire. Donc, voilà, dans ce microcosme de l'entrepreneurship en général, et particulièrement béninois, les personnes, les membres qui composent une entreprise, qui sont en réalité le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Donc, la question s'unir pour la paix, on verra tout à l'heure pouvoir en quoi l'absence de paix peut impacter directement une entreprise et donc la société. Mais pourquoi vous n'avez pas peut-être l'envie de vous prononcer aujourd'hui sur cette notion de cohésion sociale au niveau de nos partis politiques, et puisque ce sont les entrepreneurs, pour la plupart du temps, qui accompagnent les acteurs politiques? Bon, ça c'est une affirmation qui n'est pas vérifiée. D'accord. En tout cas, moi je suis entrepreneur, je n'ai pas le sentiment d'accompagner qui que ce soit, si ce n'est que les débats que vous m'offrez, les opportunités de réflexion que vous m'offrez pour m'exprimer sur les questions de vie citoyenne. Je suis membre donc d'aucun parti et c'est un choix volontaire et personnel. C'est ça. Voilà. Donc, cela dit, oui, les partis politiques sont ce qu'elles sont, les organisations patronales sont ce qu'elles sont, chacun dans son rôle, dans sa fonction, je dirais, implémente la société de façon générale. Nous avons des creusets, des créneaux pour nous exprimer auprès de l'exécutif.
nous n'avons aucune difficulté à rencontrer les membres de l'Assemblée nationale et poser des problèmes. Par définition, les budgets systématiquement chaque année font l'objet, je dirais, d'examens à notre niveau avant que ça n'aille à l'Assemblée nationale. Et même au niveau de l'Assemblée nationale, on est bien souvent appelé pour y apporter des points de vue là-dessus, etc. Mais je reste dans mon rôle de partie de l'entreprise. C'est ça. Donc pour vous, cette démarche-là contribue inéluctablement à la paix au sein des différentes entreprises et donc par ricochet au niveau de toute la nation. Absolument. Okay. Alors professeur, vous qui avez la chance de vous retrouver avec plusieurs jeunes, aujourd'hui vous êtes par exemple au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes appréhendent effectivement ce qu'est la notion de paix? Oui, je répondrai pas à l'affirmative parce que je vis un peu ce qu'ils vivent, ces jeunes-là. Et là, cela m'amène à situer un peu le contexte dans lequel nous sommes, parce que nous entendons des sons de cloche venant des différentes couches de la société. N'oubliez pas, mais nous travaillons et avec les étudiants. Vous avez aussi les collègues avec qui nous interagissons. Il y a aussi les membres de l'administration, les parents d'étudiants qui fréquentent l'université. Et je peux vous dire que le contexte actuel, parlant de cohésion sociale, nous amène à dire, quand nous allons dans le nord du pays, vous n'êtes pas sans savoir que des hors-la-loi perturbent la quiétude, la cohésion sociale. Je veux parler des djihadistes. Et le gouvernement est en train de faire un effort très très louable pour contrer ces hors-la-loi. En dehors de ça, on pourrait parler de la vie chère que nous observons, la flambée des prix, le panier de la ménagère qui a pris un coup. Quand vous comparez, vous prenez une année A et une année B, on constate, et cela se ressent au niveau de nos étudiants. Il y en a qui n'arrivent même pas à venir au cours, ils se mutualisent les ressources. Certains viennent au cours, ils cotisent pour que des gens viennent prendre note, pour que eux qui sont à la maison puissent prendre note après auprès de leurs camarades qui se présentent au cours. Donc c'est des situations que nous vivons dans le pays, il ne faut pas s'en voiler, mais je crois que on a espoir que cela va s'améliorer. L'autre chose, j'irai droit au but, il y a aujourd'hui le problème du code électoral qui cristallise toutes les attentions. Donc voilà le contexte dans lequel nous sommes pour affronter les élections de 2026. Vous ouvrez donc là les questions politique sur cette émission à caractère pédagogique. Je tiens quand même à le notifier. Mais dites-nous, professeur, quand vous échangez avec vos étudiants, qu'est-ce que vous entendez souvent dire quand il s'agit de travailler à la préservation de la paix? Oui, avec eux, disons que c'est des jeunes qui ont des comportements pacifiques. Quand vous les écoutez, c'est des gens qui prônent la paix, mais ils sont beaucoup plus préoccupés par ce qu'ils deviendront après la formation. Est-ce que après la formation, ils peuvent avoir un emploi durable? Et nous avons la chance d'avoir le président, je crois, de la CONEB, la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Des employeurs du Bénin, c'est une chance de l'avoir en face de nous. Donc voilà un peu les sujets que nos jeunes abordent. Ils sont très préoccupés par la cohésion nationale, la cohésion sociale. Vous avez suivi tout à l'heure l'intervention du
professeur Célestin Gaguidi, qui est revenu quand même sur la question de l'employabilité des jeunes. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que dirigeant d'entreprise aujourd'hui? C'est un sujet, c'est un vrai sujet pour nous. C'est un vrai sujet pour nous, la question d'employabilité, parce que, encore une fois, on ne le dira jamais assez, nous produisons pour le compte des entreprises, eh bien, des hommes, des bras valides, des intelligences et des compétences qui ne corroborent pas toujours avec les aspirations des entreprises. Donc, c'est comme s'il y avait, en termes de formation, une inadéquation entre celles qui sont données au niveau des universités et ce que nous attendons de compétences à recevoir et à accueillir. Alors, je dirais que on parle souvent de réforme, mais là, s'il y a un endroit où la réforme doit être totalement profonde, jusque dans son mode opératoire le plus basique, c'est bien le secteur de l'éducation. Mais vous avez un contact assez facile avec le chef de l'État. Tout à l'heure, vous l'avez rappelé, vous êtes de tout temps avec l'exécutif, même avec l'Assemblée nationale du Bénin. Comment est-ce que vous parvenez aujourd'hui à vous retrouver à cette conclusion? Non, cette conclusion, je le disais, si vous voyez la période avant l'indépendance jusqu'aux années 70, nous formions nos étudiants simplement pour être des commis des comptoirs français. Ou en tout cas des commis des comptoirs. Après, en 72-74, nous sommes arrivés à une politique de nationalisation des entreprises et de faire de ces entreprises des entreprises nationales, managées bien souvent par des gens qui n'en ont pas les compétences, etc. Donc c'est une deuxième expérience qui n'a pas marché. Et ensuite, au niveau des années 89-90, avec le renouveau démocratique, on a eu une nouvelle forme de management entrepreneurial qui vise à valoriser davantage des compétences privées pour des investissements privés, avec une liberté économique voulue et affirmée. Et puis, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation qui n'est pas tout à fait, je dirais, qui est transitoire, mais qui n'est pas tout à fait rose pour les entreprises, dans la mesure où c'est comme si on récupérait les erreurs passées et qu'on veut en apporter la transformation immédiate et concrète. Or, il se trouve que les entreprises, c'est un petit peu comme des personnes. Il y a la façon donc de procéder au changement, tant au niveau des équipes, tant au niveau des investissements, etc. Alors, il faut se dire que pour les entreprises à la date d'aujourd'hui, nous avons compris les réformes agraires qui font du Bénin de gros producteurs de matières premières, et mieux, on a compris que l'industrialisation qui prévaut aujourd'hui en République du Bénin, c'est bien souvent de pouvoir récupérer ces matières premières qui sont en abondance, de les transformer et donc de créer des emplois de manière à ce que justement ces jeunes soient consommés, etc. Et tout. Et ensuite, le troisième volet, c'est la distribution, donc la commercialisation, la vente, etc. C'est ça qui se fait et c'est ça que nous savons et c'est ça que nous visitons. Maintenant, est-ce que nous sommes satisfaits? Point d'interrogation. Mais répondez-nous, est-ce que vous êtes satisfait en tant que président du patronat? Non, mais c'est ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de vous répondre, mais mes réponses, ça ne peut pas être oui, non, etc. Je suis aussi dans une démarche pédagogique et j'ai bien envie de dire que quand on a fait cela et que c'est une bonne chose, parce que nous avons été pratiquement dans tous les secteurs mis en réforme, nous avons été pleinement associés, nous avons même participé, surtout au niveau de l'éducation, nous avons voulu et compris qu'il faut que nous passions, je dirais, de 90% de formation universitaire, doctorale, etc., à des formations métiers bien plus concrètes et employables immédiatement dans nos entreprises. Et cette compréhension que nous avons et que nous partageons avec ce qui se fait à l'heure actuelle, on se dit qu'il faut du temps, justement, pour que ces formations-là conduisent à... Alors, on a beaucoup entendu parler des lycées techniques. Moi, je suis dans l'hôtellerie, le tourisme et les loisirs. Je peux vous dire que la main-d'œuvre que nous avons, la main-d'œuvre, si tant est qu'on peut la qualifier de qualifiée, eh bien, c'est vraiment déplorable. Alors, à quand la mise en place, la mise en œuvre de ces lycées pour cette formation et qu'ils deviennent consommables immédiatement? C'est là où nous sommes impatients.
et ce n'est pas parce que nous n'avons pas apporté notre contribution. Donc, quand moi je vous dis ça, c'est pour vous dire que oui, ce qui se fait, c'est bon. Dans quel délai? Bien souvent, nous sommes impatients. Mais il faut vous dire que c'est aussi le rappel de ce qui s'est fait il y a 40, 50, 60 ans. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire qu'aujourd'hui, le patronat, à travers les différentes entreprises qui la constituent, ont échoué? Vous savez, nous n'allons pas fuir nos responsabilités. Okay. On a probablement notre part de responsabilité. Bon. Maintenant, quand je suis père de famille et que je suis d'accord à donner de l'argent, à payer ma scolarité pour un enfant dans un établissement qui forme l'enfant, dont moi, père, je suis certain qu'il va au chômage et je continue de payer. Chez nous, en entreprise, quand on fait ça une fois, deux fois, trois fois, vous êtes en faillite, on vous demande gentiment et légalement de déposer le bilan. Okay. Je ne vais pas demander le degré de faillite de l'université d'Abomey-Calavi, si elle est à sa 4e, 5e ou 6e année d'échec. Si elle était une entreprise formelle, elle serait déjà en dépôt de bilan. Donc, nous avons notre part de responsabilité, mais ça vient d'ailleurs. Nous, on récupère des enfants à qui on est obligé de donner de la formation pratique, à qui on est obligé de donner de la culture d'entreprise, à qui on est obligé de dire, voilà, vous allez être formés au produit, etc., etc. Donc, cette formation que nous faisons, c'est gratis, et en plus de ça, nous payons des salaires. Donc, on est responsable, oui, mais nous ne sommes pas coupables. Professeur Célestin Baguidi, vous avez entendu le chef d'entreprise, vous aviez vu le tableau qui est peint. Ouais. Quand vous entendez ça, alors que vous êtes éducateur, vous êtes formateur, vous participez, je vais dire en quelque sorte, à ce constat auquel nous venons de faire allusion, quel est le sentiment qui vous anime? Bon, je dirais d'entrée de jeu que Paris ne s'est pas fait en un jour et que je pourrais aussi ajouter que nous avons des échos très favorables des produits qui sortent de nos universités, particulièrement de l'université d'Abomey-Calavi. C'est vrai, on ne peut pas dire que tout est rose, mais je peux vous assurer que depuis un certain temps, nous nous attelons à ce qu'il y ait une adéquation entre nos offres de formation que nous revoyons périodiquement et les demandes sur le marché. Il y a aussi il faudrait que nous inculquions à nos concitoyens qui veulent se lancer dans une formation de voir, de savoir choisir la filière et aussi de voir si, après la formation, ils pourront être employables, ils pourront vraiment se valoriser sur le terrain. Sinon, moi j'enseigne l'anglais, je dis, et je réaffirme, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas faire l'anglais, vu le contexte, l'environnement dans lequel nous sommes, et chômer. C'est impossible. C'est impossible. J'ai fait l'anglais, mais je n'ai jamais chômé dans ma vie. Jamais. Au grand jamais. Donc, ça dépend du type de formation et aussi de l'ambition de tout un chacun. Et je suis d'accord avec lui, nous devons éviter de former des cols blancs, des fonctionnaires à col blanc, ceux-là qui se disent tout juste après leur formation, ils vont chercher un emploi auprès de l'État. Non, on peut s'auto-employer. Je l'ai fait pendant une bonne douzaine d'années avant de me retrouver du côté de l'université. Donc, il y a bel et bien adéquation entre nos offres de formation et les demandes sur le marché. Et je crois que périodiquement, à l'université d'Abomey-Calavi, il y a ce que nous appelons la semaine de l'entrepreneuriat, où nous invitons
les différentes entreprises, les différents chefs d'entreprise à venir voir ce qui s'y passe et nous tenons aussi compte de leur avis pour évoluer. Alors, on se retrouve dans une période assez sensible. Ouais. C'est la veille des élections générales de 2026. Au regard quand même du tableau que vous présentez et celui présenté par M. Albin Feleiro, on peut quand même se dire qu'on aurait sans aucun doute droit à de l'insécurité grandissante parce que le taux de chômage est là et nous en sommes conscients. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, il faut d'abord relativiser ce que vous êtes en train de dire. Là, je vous comprends parfaitement, vu la sensibilité de la période. Oui, il faut sensibiliser nos jeunes. Il faudrait que nous les responsabilisions, qu'ils aient confiance en eux-mêmes et leur trouver d'emploi, parce que nous constatons par exemple qu'il y a des pays de la sous-région, parce que il y a, disons, un gel qui ne dit pas son nom sur le recrutement, particulièrement au niveau de nos universités. Il y a des pays de la sous-région, je peux nommer le Niger, la Guinée-Conakry, et très récemment, la Guinée-Conakry a recruté 30 de nos compatriotes qui sont maintenant enseignants-chercheurs au niveau des universités de la Guinée-Conakry. Bon, c'est vrai, tout le monde n'est pas destiné à enseigner, d'accord, mais je crois que l'État central a un grand rôle à jouer, créer les conditions pour que nos produits qui sortent des universités soient employables. Par exemple, dans le nord du pays où nous constatons que c'est hors la loi, je veux parler des djihadistes, mettre la main facilement sur ces jeunes qui sont au chômage, qui constituent une proie facile, c'est hors la loi, mais un effort est en train d'être fait par rapport à ce phénomène pour que nos jeunes soient plus confiants et qu'ils retrouvent la sérénité. Monsieur Albin Feleiro, comment parvenir aujourd'hui à aider notre pays à grandir dans un environnement de paix, dans un environnement de sérénité en cette période assez sensible, quand on sait quand même que le taux de chômage chez nous est assez élevé? Oui, je disais ça tantôt. Hein. Ça peut même mériter un débat, une émission entière sur ça. Bon, je vais faire une petite synthèse, non pas pour revenir à tout ce qui a été dit par le professeur Célestin Baguidi, mais il faut que nos universitaires, je vous demande pardon, comprennent que même s'il y a réforme et que les acteurs de la réforme n'en sont pas convaincus au point de rentrer complètement dans son opérationnalisation, on passera de réforme en réforme, de réforme en réforme. Et je prends au mot le bel exemple proposé par le professeur Baguidi sur la question de l'anglais. Oui, vous parlez l'anglais couramment, vous êtes utile pour une entreprise, surtout lorsqu'elle fait un développement à l'international. Vous faites l'informatique, oui, mais au-delà de ça, j'ai entendu dire qu'on a formé, on a recruté des gens pour la Guinée, bravo à nous, et j'ai entendu dire après enseignants, chercheurs, etc. Nous n'en sommes plus là. Moi, je pense aujourd'hui donner des métiers, des savoirs et des compétences réelles pour que les industries qui ont besoin de main-d'œuvre n'aillent pas chercher ailleurs. Mais qui peut le faire? Est-ce aux professeurs d'université Non, je n'accuse personne, c'est pour ça que j'ai dit, nous sommes les premiers responsables. En tout et pour tout, vous avez d'abord l'État, le gouvernement,
dont j'ai compris sa volonté de transformer les sorties d'étudiants à plus de 90% en col blanc à peu près 40 à 50% d'étudiants justement métiers. Ça, j'ai compris, je le sais, puisque dans tous les comités sectoriels mis en place, nous y avons contribué. Même les curricula, nous participons à la formation ou à la rédaction des curricula. Donc, en attendant que ça prenne et que ça monte, je voulais m'assurer que l'université ou les universitaires en sont conscients et que la réforme les touche aussi. C'est ce que j'ai voulu dire. Ce n'est pas que je jette la pierre à qui que ce soit, mais à la limite, au point où j'en suis, si je ne vous dis pas ce que je pense très sincèrement, que dirais-je? D'accord? Donc, je voudrais clôturer sur ça et je fais un appel à nos enseignants parce qu'un jeune éduqué, bien élevé, sur tous les thèmes, il n'y a pas que l'université, il y a des institutions de formation des jeunes, il y a des associations de développement individuel et personnel, etc. Un jeune bien éduqué, vous aurez du mal à lui raconter des bobards lorsque vous êtes en politique. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il nous manque un peu de cadre de concertation, de cadre de dialogue pour apprécier davantage ensemble ces questions? Oui. Bien sûr, il en manque. Or, qu'ils vous souviennent, quand vous voyez l'évolution des institutions mises en place au Bénin depuis les années 60 à aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il en manque. Il y en a assez. Quel est l'usage qu'on en fait? J'ai le souvenir que le Conseil économique et social auquel j'ai appartenu était composé de véritables forces de dialogue. Qu'il s'agisse des organisations de la société privée, civile, qu'il s'agisse des forces syndicales, qu'il s'agisse des associations de développement, tout ça, j'ai eu le sentiment qu'effectivement, il y avait une trentaine de personnalités qui étaient issues des communautés les plus lointaines pour aborder des sujets précis. La réforme en a décidé autrement. Bonne chose ou mauvaise, peu importe, on aura la possibilité d'apprécier, etc. Donc, les organes existent. Nous, si on prend au niveau du patronat, nous avons une commission nationale de concertation, de dialogue social, etc., présidée par le ministre d'État lui-même. Vous voyez, on a même eu l'honneur d'avoir eu l'intrusion du chef de l'État en pleine négociation. Donc, c'est des creusets qui existent, mais les décisions, lorsqu'elles sont prises, dans leur mise en œuvre, il se passe quelque chose que nous ne contrôlons pas. Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Vous savez, au plus haut niveau, la responsabilité de l'exécutif aujourd'hui est bien plus large que celle du président de la Confédération nationale des employeurs que je suis. Eh bien, les creusets peuvent être plus directs avec les ministres. Je pense au ministre le ministre d'État de l'économie et des finances, ça doit être des rencontres plus régulières, etc. À mon avis, c'est vers là qu'il faut aller pour ce qui nous concerne. Mais, encore une fois, l'absence d'éducation, l'absence de creuset, de conciliation, de discussion, de dialogue, et qui sont des voies naturelles pour qu'au niveau du gouvernement, ils entendent et ils apprennent ce qui se passe pour prendre des décisions idoines. Est-ce que vous avez pu prendre une décision aujourd'hui et puis dans sa mise en œuvre, ça doit se faire en 3 points. Quand vous avez la chronologie, le chronogramme, vous dites, bon, c'est dans 3 mois, ça doit être fait. Or, au bout de 8 mois, c'est toujours pas fait. Il est bon que cette creusets-là, mise en place, permet de tirer la sonnette d'alarme, etc. Et tout. Voilà, nous, on ne peut pas travailler et discuter au-delà de ces creusets formels, en dehors des invitations que nous recevons, comme ici, où on profite de dire ce qu'on pense. Alors, professeur Célestin Badidi, vous avez donc compris avec ce développement de M. Albin Félého qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place, que ce soit avec l'État central ou même au sein du patronat. Au niveau des universités, par exemple, est-ce qu'il y a aussi de ces cadres de concertation qu'on a et quel est l'impact réel aujourd'hui des décisions que vous prenez sur la vie de ces jeunes étudiants pour préserver la paix chez nous au Bénin? Oui, merci monsieur le journaliste. Oui, effectivement, au niveau de nos universités, nous avons des cadres de concertation réunissant tous les acteurs de nos universités. Au niveau des enseignants, nous avons
par exemple, l'intersyndical, au niveau des étudiants, ils ont leur fêtière, leur fédération, de même qu'au niveau du personnel administratif, technique et de soutien, ils ont aussi un cadre. Donc, quand ces différentes instances se concertent sur des problèmes inhérents à toute société, je crois que on se retrouve et puis il y a toujours des solutions aux différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et, moi, je pense que nous irons peut-être au-delà de ce cadre et avoir dans nos sociétés des ONG, une société civile très forte, neutre, qui serviront de médiatrice, si vous voulez. On peut aussi, dans de tels creusets, retrouver les anciens présidents des institutions qui ont un grand rôle à jouer, et trouver les dignitaires religieux, nos rois qui ont aussi des rôles à jouer de concert avec l'État central, parce que lorsque ces différentes composantes de la société s'accordent, que nous allons retrouver la cohésion sociale. Vous avez abordé l'aspect assez pertinent, je vais dire, de cette émission, la cohésion sociale. Il y a souvent une question qui revient souvent sur tapis, c'est la question du code électoral. Puisqu'on se retrouve pratiquement à la veille des élections générales de 2026, en tant que professeur d'université, quelle est la recommandation que vous tenez quand même à faire? Merci beaucoup. La seule recommandation que je pourrais faire, c'est de me tourner vers le Père de la Nation et de lui dire de bien vouloir entendre les différents cris de cœur des filles et des fils du Bénin qui appellent à la correction de certains aspects du code électoral. On parle souvent de l'article 132 de ce code qui ramène le pourcentage que les différents partis devraient avoir avant d'être éligibles au partage des sièges parlant des élections législatives. Moi, j'aurais voulu soit qu'on suspende, qu'on permette à tous les partis de compétir, ou bien de ramener ça à 10%. Il y a aussi une autre récrimination contre ce code au niveau de l'article 146, si j'ai bonne mémoire, où on demande par exemple que pour être éligible au duo présidentiel, il faut pouvoir réunir, je crois, 15% du parrainage, de parrainage au niveau de toutes les circonscriptions électorales, ou bien, bon, moi j'aurais voulu, vu la tension, parce que quand on écoute les différents acteurs politiques, même au niveau de la mouvance, moi je pense qu'on pourrait s'entendre comme nous en avons l'habitude. Il y a un génie au niveau du peuple béninois. Quand on est dos au mur, on arrive à s'entendre à travers le dialogue, demander à nos députés, à nos honorables députés, de bien vouloir corriger ces aspects pour que nous préservions la paix qui nous est si tant chère. Alors, heureusement que vous êtes revenu et vous avez
parler des honorables députés à l'Assemblée nationale, puisque ce sont eux qui ont aujourd'hui la possibilité de toucher à ce test de loi. Ouais. Puisque votre message s'adressait directement à l'endroit du chef de l'État, j'étais tenté de vous poser la question de savoir pourquoi vous ne l'adressez pas à l'endroit des députés à l'Assemblée nationale et vous préférez le chef de l'État. Oui, bon, parce que je préfère m'adresser au chef de l'État parce que, après tout, c'est lui le père de la nation. Oui, mais nous sommes C'est dans lui le un... garant, nous il sommes est dans- le garant de l'unité nationale. Nous sommes dans un régime démocratique. Oui, où il y a séparation Sur des des pouvoirs. pouvoirs. Je suis d'accord, mais on sait ce qui se passe. S'il veut, on peut corriger. Voulez-vous dire implicitement que si le chef de l'État décide aujourd'hui qu'on procède au toilettage de ce test de loi, que les députés à l'Assemblée nationale vont y aller? Bon, oui, pas forcément, mais si l'initiative vient de lui, puisque c'est lui le garant de l'unité nationale, s'il réunit autour de lui tous les députés, toutes tendances confondues, je crois que quelque chose peut se faire. Je sens que vous n'avez pas envie de prendre des risques. Alors, M. Albin Felého, sur le code électoral, par exemple, est-ce que votre confédération a pu mener la réflexion, puisque vous êtes quand même plusieurs entrepreneurs, et la cohésion sociale permet à ce que vos activités puissent aussi prospérer dans le pays? Sur la question du code électoral pur et dur, non, nous n'avons pas vocation à réfléchir sur ça parce que justement, il y a néanmoins des chefs d'entreprise qui sont adhérents à l'une ou l'autre, à l'un ou l'autre des partis, etc. Donc, formellement, ce n'est pas des débats Donc, que nous avons. Par contre, vous convenez avec moi alors finalement que les acteurs se retrouvant au niveau de la chaîne de la Confédération sont la plupart de ceux qui accompagnent les politiques? non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Je n'ai pas dit ça. Ok. Revenons alors, Monsieur Huxogo. revenons alors à la question fondamentale du code Non, électoral. les questions politiques, qualité de citoyen béninois, j'ai des convictions personnelles que je peux partager avec Oui, vous, allez-y. sans que ça n'engage La- l'un ou la- l'autre la des CONEB. membres de mon truc, etc. D'accord. Moi, je suis plutôt de nature, je dirais, fondamentalement dans l'entreprise, je suis pour la liberté économique. Et je fais toujours le parallèle entre mon vécu entrepreneurial et ce qui peut être politique, même s'il y a des nuances sur lesquelles on ne va pas trop insister ici. Mais moi, je suis pour la liberté fondamentale, la liberté d'entreprendre. Et d'ailleurs, dans certaines écoles où je suis passé, ce credo revient bien souvent. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que nous sommes en permanence en compétition, nous autres. Nos produits sont concurrentiels sur le marché. Pourquoi on achète tel eau et pas telle eau et pas telle eau, etc. Tout dépend du dynamisme du staff commercial, de l'une ou l'autre des entreprises, tout dépend du produit, tout dépend, etc., etc. De sorte que le produit répondant le plus près à l'aspiration du client, eh bien, se voit vendre, etc. Il y a des produits que vous vendez plus cher et avec de fortes ventes, alors qu'il y a des produits que vous vendez moins cher et les gens ne sont pas là. Nous, on est en permanente compétition, même en compétition déloyale, et on assume. Des produits qui viennent d'un pays voisin sans être dédouanés ou autre, etc., alors que les productions nationales et locales sont faites ici avec des intrants beaucoup plus chers, etc. Et pourtant, donc, pour moi, si le code électoral devrait être inclusif de la plus grande des manières, eh bien, c'est mon point de vue. Et ça devrait être ainsi. Parce que la rencontre, quand on parle d'élection, c'est en tout cas présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. C'est l'unité nationale. Je ne sais pas. C'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Qu'il soit du parti X, de l'entreprise Y ou de telle confédération religieuse, ce n'est pas ça le problème de quelqu'un. L'homme d'État, candidat, rencontre son peuple et parle avec ce peuple. Les appuis de partis, d'associations ou autres, etc., ne restent que des appuis parce que pour le président, il est le seul responsable, en tout cas selon notre constitution, devant le peuple, droit devant. Alors, Je vais aller plus loin dans Voilà. ma réflexion. Oui. J'irai même jusqu'à dire
que même les limitations, pour moi, ça participe de l'exclusion. Ça peut paraître contraire, mais si on est logique, on est cohérent, on doit se dire, autant je peux sortir de nulle part et me présenter avec des stratégies qui sont les miennes, associatives ou non, et pas forcément des partis, et rencontrer mon peuple, présenter un projet de société et avoir la faveur de ma population. Autant, à n'importe quel âge, je devrais aussi pouvoir, etc. Dans la mesure où, si vous êtes plus jeune, rien ne nous dit que vous êtes moins bon. Si vous êtes plus âgé, rien ne nous dit que vous êtes moins bon, etc. Je dirais, enfin, pour terminer sur ce sujet, et c'est ma conviction personnelle, que même la limitation des mandats participe de l'exclusion pour moi. En clair, qui veut, béninois, en République du Bénin, veut rencontrer son peuple et proposer des projets de société d'amélioration de ses conditions de vie et favoriser et améliorer son bien-être, notre vivre ensemble, doit pouvoir le faire quand il veut, comme il veut et où il veut. Enfin, il faut que vous compreniez que les produits ainsi sortis se payent cash. Soit vous n'êtes pas élu et vous comprenez que vous n'êtes pas élu, soit vous êtes élu et vous êtes le bon challenger. Les restrictions qu'ils peuvent avoir, c'est de faire en sorte que les gens partent à égalité. Les gens partent à égalité, il ne faut pas que des farfelus viennent, etc. Et tout. Donc il faut peut-être un minimum de caution permettant de payer les frais. Mais là aussi, c'est de l'exclusion. Non, parce que vous coûtez. Ah ben non, attends, vous n'allez pas faire votre faro et ça va me coûter de l'argent à moi. Si vous savez que vous êtes à peine audible dans votre quartier et que vous vous présentez sur le plan national, eh bien, vous nous coûtez de l'argent, vous coûtez de l'argent aux fonctionnaires qui y travaillent, vous mettez l'argent à la main, à la poche, ou alors vos soutiens participent à ça, etc. Voilà, ça au moins, on va éviter que des farfelus. Monsieur Albin Felijo, nous tendons progressivement et sûrement vers la fin de cette émission. Votre mot de fin? Déjà, vraiment? Déjà. Non, je voudrais peut-être dire 2-3 choses. Oui. À la jeunesse, et je prends le professeur Baguidi à témoin pour dire que la jeunesse aussi doit pouvoir se prendre en charge. Moi, je me rappelle, j'étais jeune il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai été président de la Jeune Chambre internationale, la Jeune Chambre économique, ça devait être dans les années 2003. Nous avons pris sur nous l'engagement de faire une caravane de promotion de la paix et nous sommes venus lire notre motion entre les mains, je crois, à l'époque c'était le président de la Sénat ou un truc comme ça, etc. On a su, en tant que jeunes, faire le tour du Bénin et sensibiliser tous nos homologues de cette tranche d'âge pour les inviter à la paix. C'est une idée parmi tant d'autres. C'est certainement pas la meilleure. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui doivent pouvoir davantage s'ingénier avec les outils informatiques aujourd'hui. Ils peuvent mettre en place une plateforme où les gens viennent. Enfin bref, ils ont tous les outils. Merci à vous. Je n'ai pas fini. D'accord. Okay. Je m'adresse à la jeunesse. D'accord. Je n'ai pas fini. Non. Maintenant, je vais m'adresser aux chefs d'entreprise. Ouais. Nous allons revenir vers les chefs d'entreprise. Nous aussi, nous allons prendre nos responsabilités par rapport à ça. Nous allons ensemble éditer un mémorandum et nous allons, face à ce mémorandum, rencontrer tous les candidats sérieux. Ceux qui ne sont pas sérieux, on va pas perdre du temps. Tous les candidats sérieux, on va leur dire de prendre des engagements sur ça. Comme je me suis laissé dire, et vous m'avez bien entendu, l'entreprise reste et demeure un petit peu comme un embryon familial, et bien le premier réseau, je dirais, de nos communautés dans nos pays. Donc les entreprises doivent s'attendre à prendre également des engagements vis-à-vis de la série de questions qu'on aurait à poser aux candidats à venir, de manière à ce qu'on s'assure que les uns et les autres prennent des engagements pour le compte des entreprises. Merci infiniment, Monsieur Albin Felijo. C'est trop court, ton affaire. Je rappelle que vous êtes le président de la CONEB, la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Professeur Célestin Baguidi, votre mot de fin sur cette émission. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser d'abord au monde des médias. En ces temps électoraux que nous traversons, je voudrais leur demander de ne pas être des canaux de haine, de ne pas être des canaux de diffamation et de calomnie.
nous traversons une période très sensible, que les professionnels des médias fassent leur travail en respectant la déontologie, le code de déontologie, et en ne véhiculant pas des messages qui divisent. Je peux vous rassurer que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication y travaille de même que l'ODEM. Oui, nous le constatons, mais nous constatons des dérives des par déviances, endroits. Il faudrait que nous gardions en mémoire que ce qui nous unit au Bénin dépasse tout ce qui nous divise, et nous devons être tous des acteurs de développement, des acteurs qui prônent la paix. On peut appartenir à différents partis politiques et demeurer des frères et demeurer amis. Donc voilà mon message de fin à l'endroit de la population et surtout à l'endroit de la jeunesse, de ne pas perdre espoir. Merci infiniment, professeur Célestin Baguidi. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire des universités. Vous étiez là pour le compte du débat de ce jour. Face à vous, on avait eu également dans ce studio Monsieur Albin Felijo. Lui, il se retrouve à pouvoir porter la casquette du président de la CONEB, la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes. Merci de partager également votre avis avec nous sur cette émission Le Bon Citoyen. On se retrouve semaine prochaine, si Dieu le veut.